Je vous propose aujourd'hui une visite du musée des tombes royales d'Égée, situé dans le nord de la Grèce, dans une bourgade appelée Vergina. Il s'agit d'un musée de site, c'est-à-dire que le musée est installé sur le site archéologique et qu'il contient les objets qui ont été trouvés sur le site archéologique. Le musée de l'Acropole à Athènes, par exemple, est le type même d'un musée de site. Eh bien, le musée des tombes royales d'Égée, Vergina, est un musée de site et il est souvent considéré comme l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau musée de site dans le monde. Euh, Égae, c'est le nom de l'ancienne capitale de la Macédoine, le royaume antique de Macédoine, situé donc dans le nord de la Grèce. Cette capitale avait été remplacée au IVe siècle avant Jésus-Christ par Pella, et elle était restée la capitale traditionnelle du royaume. Le site avait été perdu, abandonné, oublié pendant longtemps et il a été, si on peut dire, recouvert par une bourgade moderne, une petite ville, un gros village. Euh, Dans les années 20 du XXe siècle, lorsque la Grèce a dû accueilir les réfugiés venus d'Anatolie, c'est l'époque de ce qu'on appelle en Grèce la grande catastrophe, c'est-à-dire l'expulsion des minorités grecques de la Nouvelle-Turquie, et puis il y a aussi l'expulsion des minorités turques de la Nouvelle-Grèce, si on peut dire. Donc cette grande catastrophe qui amène des centaines de milliers de personnes dans le nord de la Grèce, et il faut leur trouver un lieu où s'installer et où vivre. Donc il y a des centaines de personnes qui viennent s'installer là où il y avait eu autrefois le site d'Aigei, et c'est donc l'origine de la bourgade actuelle de Vergina. Donc, elle est première capitale du royaume antique de Macédoine. On a mis au jour les vestiges de la ville antique et de la nécropole antique. On a mis au jour les vestiges du palais royal et de la nécropole royale. Et c'est tout cela qui fait le prix et l'importance du musée des tombes royales d'Aïe. C'est donc sur cet emplacement, à la fois de la capitale antique de la Macédoine et de la bourgade de Vergina, que des fouilles archéologiques ont été menées au fil du temps, je vais en parler, fouilles qui ont permis de repérer le site du palais et donc la nécropole royale, le site de la ville et donc la nécropole de la ville. Il y a donc à Vergina, à Egei, il y a des centaines de tombes qui ont été repérées, beaucoup ont été fouillées et beaucoup ont livré un matériel tout à fait remarquable, tout à fait intéressant. Voilà donc la juxtaposition de ce que l'on voit aujourd'hui, le village de Vergina, et les sites antiques qui ont été fouillés. Jusqu'en 1977, donc date de la découverte de cette tombe du roi Philippe II, on regardait souvent la Macédoine antique avec les yeux hostiles d'un Athénien du IVe siècle, comme Démosthène par exemple. Démosthène, c'est ce grand orateur athénien qui a consacré une partie de son action à dénoncer, à critiquer, à mépriser la Macédoine et les Macédoniens, et en particulier le roi des Macédoniens, Philippe. J'ai choisi un petit paragraphe extrait de la troisième Philippique. Philippique, ce sont les discours prononcés contre Philippe. La troisième Philippique qui nous donne un aperçu de ce que pouvait être l'opinion, non seulement de Démosthène, mais l'opinion assez largement répandue dans la cité des Athéniens à l'endroit des Macédoniens et de Philippe. Donc Démosthène nous dit, cet homme, parlant de Philippe, non seulement n'est pas un grec et n'a rien de commun avec les Grecs, mais il n'est même pas un barbare d'une origine honorable. Misérable Macédonien, issu d'un pays où on ne pouvait acheter naguère un esclave honnête. Donc ce que nous dit Démosthène, c'est que les Macédoniens et leur roi sont encore pires que des barbares. Ce sont des barbares, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le grec, et ils sont encore pires que des barbares parce qu'ils ne sont même pas des barbares honorables. Alors nous verrons que tout cela est naturellement très exagéré, et c'était déjà très exagéré au IVe siècle, puisque au fond, les Macédoniens parlent le grec, certes un dialecte grec, une variante de la langue grecque,
mais ils ne sont pas les seuls à parler un dialecte grec, et que avant Philippe, avec Philippe et après Philippe, le fils et successeur de Philippe, c'est Alexandre le Grand. Donc, avant lui, avec lui et après lui, la Macédoine a illustré les mérites de la civilisation grecque, et avec Alexandre, elle a exporté, si l'on peut dire, les mérites de cette civilisation dans la totalité du monde alors connu. Donc, cette opinion méprisante a perduré au fil du temps, et pendant très longtemps, à la Renaissance et par la suite, les érudits se sont détournés de la Macédoine. Les voyageurs dans la région se sont détournés de la Macédoine. À l'époque du Grand Tour, le voyage en Grèce passait nécessairement par Athènes, éventuellement par le sud de la péninsule balkanique, par Sparte par exemple, mais ce voyage en Grèce ne passait pas par la Grèce du Nord. Euh, Même Chateaubriand, dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, montre bien que, alors qu'il traverse en 1806 la Grèce sous domination ottomane, il est intéressé évidemment par les ruines du Parthénon, mais enfin, ce qui l'attire vraiment, ce sont les ruines de Sparte. Et l'on mesure combien la connaissance de la Grèce repose sur la lecture des auteurs anciens et donc sur la lecture de Démosthène, et par conséquent combien la connaissance de la Grèce ne fait pas une place importante à la Macédoine. Et c'est tout cela qui change grâce à l'archéologie, c'est tout cela qui change. Donc, à partir de 1977, bon, si on voit les choses sur le plus long terme, on peut dire que c'est tout ça qui change à partir du milieu du 19e siècle, lorsque commence une véritable aventure archéologique qui mène donc à la découverte de 1977. Cette aventure archéologique, c'est celle de Léon Eusée et de ses successeurs, y compris donc Manolis Andronikos. Léon Eusée, un archéologue français, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et Manolis Andronikos, l'inventeur de la tombe de Philippe en 1977. Léon Eusée, c'est un personnage très intéressant. C'est un archéologue, un professeur d'archéologie, formé de façon classique, bien sûr. C'est un personnage qui a l'occasion, à plusieurs reprises, de parcourir non seulement la Grèce, mais le Proche-Orient. C'est par exemple l'un des fondateur de l'archéologie perse, de l'archéologie iranienne, si on veut. C'est un personnage qui a l'occasion donc de voyager dans ce que nous appellerons la Macédoine, qui est en fait une partie de la péninsule balkanique sous domination ottomane. Il mène une mission archéologique en Macédoine, donc dans les années 1860, une mission qui est publiée en 1876, qui contient donc le texte écrit par Léon Eusée et les dessins, les plans, les restitutions procurés par Honoré Domé. Ce que l'on voit là, c'est le plan du palais identifié par Léon Eusée à ce qu'on appellera par la suite Vergina, donc ce palais que l'on sait maintenant être le palais des rois de Macédoine, mais dont Léon Eusée a pressenti qu'il pouvait être quelque chose de tout à fait essentiel. Léon Eusée a aussi observé toute la région où se trouvait ce palais, et il a repéré des tumulus, les fameuses tombes dont je parlais tout à l'heure, et notamment un tumulus tout à fait monumental, que l'on appelle le Grand Tumulus. Donc il repère ce Grand Tumulus, et il dit ceci donc dans sa mission archéologique: cette colline factice de 110 mètres de diamètre est, sans contredit, le plus beau tumulus de la Macédoine. Dans ces monuments macédoniens, comme dans les hypogées de l'Égypte et de l'Étrurie, il n'y a pas seulement à exhumer quelques déchets antiques, il y a la vie et l'histoire de tout un peuple à retrouver. Ce n'est pas ce que fait Léon Eusée. Il n'en a pas les moyens en 1860 ou 1870, mais il pressent donc ce que pourraient donner des fouilles intensives menées dans la région. Léon Eusée a donc repéré ce que nous savons être maintenant le palais royal d'Égée, mais il n'a pas pu aller plus loin, et il faut donc attendre plusieurs dizaines d'années pour que des fouilles précises commencent à Vergina. Il faut attendre les années 30, où l'on a des fouilles entreprises par un archéologue qui s'appelle Roméos, donc à partir de 1937, des fouilles qui sont celles du palais, le palais qui entre-temps a servi de
carrière de matériaux pour bâtir les maisons des réfugiés grecs d'Anatolie. Donc Horméos fouille le palais, il fouille la nécropole de la ville et il entame une investigation donc sur l'ensemble du site archéologique. Les fouilles doivent s'arrêter du fait de la Seconde Guerre mondiale, du fait de guerre civile ensuite grecque. Elles ne reprennent que dans les années 50. Mais il faut noter que parmi les étudiants qui collaborent avec l'archéologue Horméos dès 1937, il y a un jeune homme qui commence sa carrière d'archéologue à ce moment-là, qui est Manolis Andronikos. Et Manolis Andronikos est l'inventeur de la tombe du roi Philippe de Macédoine en 1977. Donc, Andronikos va patronner les fouilles de la région de Vergina à partir des années 50. Il va fouiller donc de façon méthodique les nécropoles. Il va mettre au jour des dizaines et des dizaines de tombes. On va en regarder quelques-unes. Et il finit à partir de 1977 par fouiller le Grand Tumulus. Voilà donc la zone sur laquelle s'étendent les fouilles qui sont systématiques à partir des années 50. Donc, fouiller le secteur du palais et de la ville donc antique, fouiller le secteur des nécropoles, à la fois nécropole de la ville et nécropole royale, donc autour du Grand Tumulus. Voilà une photographie qui montre la fouille du Grand Tumulus en 1977. On voit émerger ce que nous étudierons en détail tout à l'heure, qui est la tombe 2 du Grand Tumulus, c'est-à-dire la tombe de Philippe. Alors, quelques tombes macédoniennes que nous pouvons repérer, que nous pouvons observer, par exemple, à partir de l'examen de l'arbre généalogique de la dynastie macédonienne. On voit qu'il y a des prénoms récurrents dans cette dynastie, des prénoms comme Philippe, comme Amyntas, comme Alexandre. Donc c'est un petit peu difficile parfois de se repérer dans les différents règnes, mais nous parlerons donc d'Alexandre Ier, qui règne, comme vous voyez, autour de 500 avant Jésus-Christ, un petit peu après 500 avant Jésus-Christ. On parlera d'Amyntas III, plus exactement de l'une des épouses d'Amyntas III. On parlera de Philippe, je l'ai dit tout à l'heure, et d'Alexandre IV. Alexandre IV a été le fils posthume d'Alexandre le Grand, le fils d'Alexandre et de Roxane. Alors voilà par exemple le mobilier funéraire de l'une des tombes donc découvertes par Manolis Andronikos à partir des années 50. Cette tombe que l'on appelle la tombe de la Dame d'Aigée. En fait, il y a deux tombes de la Dame d'Aigée. Il y a une tombe très ancienne qui remonte au IXe siècle avant Jésus-Christ, qu'on a un petit peu de mal à identifier, très antérieure à la dynastie royale en tout cas, et celle-ci qui est, peut-on penser, la tombe de l'épouse d'Amyntas Ier. Amyntas Ier qui est donc le prédécesseur d'Alexandre Ier. Et on voit que la parure est très riche, des bijoux, des décorations brodées sur les vêtements, bien sûr le tissu ne s'est pas conservé. Donc une première tombe intéressante à mentionner. Une deuxième intéressante à mentionner, c'est la tombe d'Eurydice, qui a été découverte dans les années 80, et donc 1980 et 87 exactement. Et cette tombe d'Eurydice, alors Eurydice est le nom de l'une des épouses d'Amyntas III, c'est la grand-mère d'Alexandre le Grand. La tombe est intéressante dans la mesure où elle montre une façade de type, on pourrait dire, architectural, avec des colonnes, avec une porte factice, et puis un siège, un fauteuil, un trône en réalité, qui est déposé devant cette façade. Trône peint, trône orné, dont nous aurons l'occasion naturellement de reparler en détail. Un trône en marbre. Une autre tombe intéressante est trouvée dans le Grand Tumulus, donc fouillée par Manolis Andronikos. Ce Grand Tumulus abrite plusieurs tombes, 3 principalement, et ces tombes ont été d'abord installées dans le sol, et puis ensuite elles ont été recouvertes par un tumulus. Il y a un passage de Plutarque qui nous explique que l'on a effectivement pillé la nécropole royale en Macédoine. Plutarque ne précise pas exactement où, et Plutarque précise quand même que les tombes pillées ont été recouvertes par un tumulus pour protéger
donc l'ensemble du secteur. Et c'est probablement ce tumulus-là dont il s'agit. Alors on voit là donc le tumulus. Après la fouille, le tumulus a été reconstitué et c'est aujourd'hui le musée de Site. Le musée de Site qui est installé juste sur les tombes donc souterraines, hein, ça. On voit donc ici, on entre par là et puis il y a donc plusieurs tombes qui sont repérables. Il y a la tombe dont je vais parler tout de suite, qui est celle-ci, la tombe de Perséphone. Il y a la tombe de Philippe, tombe numéro 2, donc tombe de Perséphone, tombe numéro 1. Tombe numéro 2, tombe de Philippe, j'en parlerai en détail. Et puis là, la tombe numéro 3, qu'on appelle la tombe du prince. Alors voilà un aspect de la tombe de Perséphone. Ce qui est remarquable dans la tombe de Perséphone, c'est qu'on ne sait pas exactement qui y a été enterré. Perséphone n'est pas le nom de l'occupant de la tombe, mais c'est le thème de la fresque peinte à l'intérieur de la tombe, une fresque montrant l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Donc c'est cette tombe qu'on appelle tombe de Perséphone, c'est la tombe numéro 1 dans le Grand Tumulus. Et puis il y a une autre tombe qu'on appellera la tombe numéro 3, ou tombe du prince, qui contient les restes mortuaires d'un personnage, qui est probablement Alexandre IV, le fils posthume d'Alexandre le Grand, et qui contient un riche mobilier, notamment une urne funéraire en argent, surmontée d'une couronne de feuilles de chêne en or. Voilà donc quelques tombes qui ont été découvertes, mais naturellement, la tombe la plus intéressante, la tombe la plus impressionnante, c'est la tombe de Philippe, la principale tombe du grand tumulus, la tombe donc du roi Philippe de Macédoine, qui se trouve juste à proximité de la tombe de Perséphone. Alors cette tombe de Philippe a la particularité de présenter une façade de type architectural avec des colonnes, une porte, porte factice dans la mesure où il s'agit d'une tombe. La porte n'est pas destinée à être ouverte, évidemment, mais c'est une porte quand même, je veux dire par là qu'il y a en arrière de la façade, il y a des salles, des chambres funéraires. Il y a une chambre funéraire qui est là et il y a une antichambre juste derrière la façade. Des photographies ont été prises à l'époque et ont permis au musée des tombes royales d'établir, enfin de fabriquer une maquette montrant la disposition des objets à l'intérieur des chambres funéraires. Alors on a là la disposition des objets à l'intérieur de la chambre principale, donc tout à fait au fond de la tombe. On voit qu'il y a un sarcophage de marbre, on voit qu'il y a des objets qui ont été déposés dans la tombe, des objets en bronze, des objets en argent, et on voit ici les vestiges d'un lit de parade, d'un lit funéraire qui était composé de montants en bois décorés d'ivoire. Alors naturellement, les parties organiques se sont décomposées au fil du temps, en grande partie. Le lit s'est effondré et ce qui pouvait avoir été posé sur le lit s'est trouvé précipité au sol. On pense que la cuirasse qui est là devait être déposée probablement sur le lit et qu'elle en est tombée après la destruction du lit. C'est ce qui explique sa disposition un petit peu étrange sur le sol de la chambre funéraire. L'antichambre, quant à elle, contient elle aussi un sarcophage en marbre et différents objets déposés dans l'antichambre qui ne se sont pas bien conservés s'ils étaient en matériaux organiques, qui se sont mieux conservés s'ils étaient en métal. Et la particularité de ces objets, on va en parler en détail, c'est qu'il s'agit d'armes. Donc des armes déposées dans l'antichambre et avec un deuxième sarcophage. Donc, ça pose des problèmes compliqués d'identification des occupants de la chambre et de l'antichambre, évidemment. Alors voilà les photographies qui ont servi à réaliser la maquette que nous venons d'observer. Ici, c'est une photographie qui nous montre donc la chambre principale avec le coffre en marbre, le sarcophage en marbre, sur lequel avait été déposé quelque chose. Et puis ici, on pense que ce sont, nous verrons, les vestiges du bûcher funéraire de Philippe. Les vestiges donc du lit en bois et en ivoire, et puis différents objets en bronze, différents récipients, un grand bassin par exemple en bronze, et ici par exemple un objet en forme circulaire en argent doré. Nous verrons quelle interprétation on peut donner à cet objet, avec notamment ici un trépied. Il y a un double trépied, mais enfin il y a deux trépieds, mais celui-ci est particulièrement intéressant. Dans un autre coin de la chambre funéraire, des vases en argent, enokoé notamment en argent, qui sont des éléments donc d'une vaisselle de banquet.
Alors, on va revenir un petit peu sur tous ces objets parce qu'ils sont très, très impressionnants. Et on commence par, non pas le sarcophage en marbre, mais le contenu du sarcophage en marbre. Ce sarcophage en marbre abritait ce que les archéologues appellent un larnax. Alors le larnax, c'est une sorte de coffre en métal ou en bois éventuellement. C'est un coffre que l'on voit représenté assez fréquemment sur les peintures de vases, par exemple. Et là, nous avons un coffre extraordinaire en or massif, enfin constitué de feuilles d'or plus exactement, assemblées avec une riche décoration, une grande étoile en relief sur le couvercle, et puis des décorations en forme de palmette sur les parties verticales du coffre. Le coffre étant aussi doté d'espèces de pieds de lion pour assurer sa stabilité. Donc, une décoration très riche, soigneusement réalisée, un coffre qui peut avoir eu une utilité dans on pourrait dire la vie quotidienne, mais qui a été utilisé pour y déposer les ossements du défunt. Les archéologues ayant donc inventorié le contenu du coffre, eh bien, ont eu donc ce spectacle lorsqu'ils ont ouvert le couvercle, c'est-à-dire les ossements soigneusement rangés, des fragments d'ossements plus exactement, il y en a 380, soigneusement rangés, avec des vestiges d'un tissu de pourpre, et ici, avec le temps, l'objet s'était un peu effondré sur lui-même, une couronne de feuillage en or. Et Manolis Andronikos, qui a publié très rapidement une description de la tombe, a raconté aussi l'émotion qu'il a saisie lorsque il a assisté précisément à ce spectacle. Et il dit dans un des textes qu'il a publiés, c'était un larnax d'or portant sur le couvercle une impressionnante étoile en relief. Nous l'avons retiré du sarcophage, puis ouvert, le souffle coupé. C'était bien des ossements calcinés, empilés avec soin et gardant encore la couleur pourpre du tissu qui les avait enveloppés. Dans un coin gisait, maintenant affaissée, la très lourde couronne tressée de feuilles d'or qui les avait surmontées. Tout indiquait que nous avions trouvé une tombe royale. Et si la datation que nous avions attribuée à ces objets était la bonne, et il semblait qu'elle le fût, alors je n'osais même pas y penser. Si les dates, si ces reliques royales, alors avais-je tenu entre mes mains les ossements de Philippe? Et le décor est impressionnant. La couronne de feuilles de chêne est tout à fait impressionnante. Une couronne d'or qui est donc trouvée à l'intérieur du larnax. Il y a, comme on va le voir, dans les tombes macédoniennes, fréquemment des couronnes d'or. Il y en a une dans l'antichambre, par exemple. Et donc, cette couronne d'or est tout à fait spectaculaire. Elle comporte 57 grandes feuilles de chêne, 32 feuilles plus petites. Il y a des glands qui ont été réalisés en or. Quand on observe de près la réalisation de la couronne, on voit qu'il manque des feuilles et qu'il manque des glands et qu'il y a des traces de feu aussi sur le métal et donc l'interprétation qui a été donnée et que probablement la couronne avait été posée sur le corps du roi, sur le bûcher funéraire et retirée dès que les flammes avaient menacé donc de la faire disparaître. Donc un décor tout à fait riche, tout à fait impressionnant, le larnax en or avec les ossements du roi à l'intérieur et la couronne d'or, la couronne de feuilles d'or à l'intérieur du larnax. À proximité, un cercle en argent doré qui est décoré plus simplement et qui possède ce dispositif qui est là, qui est un élément cylindrique dans lequel les deux parties du cylindre viennent s'emboîter. C'est donc un cylindre, un tore en réalité, de diamètre réglable. Et ce diamètre réglable permet de poser le diadème sur la tête du roi ou de poser le diadème sur la coiffe que le roi peut éventuellement porter. Il faut donc un diamètre un petit peu plus grand pour que le diadème tienne sur la tête, sur la coiffe. Et donc nous avons des descriptions des coiffes, des couvre-chefs macédoniens qui nous permettent de comprendre ce que c'est que ce diadème. On nous décrit un diamatophoros kausia, qui est donc ce couvre-chef macédonien traditionnel, c'est-à-dire que sur ce couvre-chef eh bien, est déposé le diadème royal.
Dans la tombe également, donc, la cuirasse dont on a vu qu'elle était renversée sur le sol. Cette cuirasse qui a été évidemment restaurée, c'est une cuirasse en métal, en fer, hein, qui a été restaurée. Voilà l'état initial de la cuirasse et voilà donc la restauration qui a été opérée. C'est une cuirasse de guerre en fer, composée de plaques de métal articulées. C'est une cuirasse décorée de feuilles d'or, décorée de petits médaillons ici. Il y en a 4 qui sont qui portent l'effigie de la méduse dont le regard pouvait pétrifier l'adversaire. Et, euh, et cette cuirasse ressemble beaucoup, en fait, à la cuirasse que porte Alexandre le Grand sur la fameuse mosaïque donc de Pompéi, mosaïque qui est présentée aujourd'hui au Musée archéologique national de Naples et qui nous montre un Alexandre combattant le roi Darius avec donc une cuirasse très comparable à celle que l'on trouve dans la tombe de Vergina. Il y avait dans la tombe aussi un bouclier de bois recouvert d'or et d'ivoire, un bouclier qui s'est à peu près conservé pour les parties métalliques, un petit peu moins bien pour les éléments en ivoire. L'ivoire est quand même un matériau organique et donc sa conservation est plus difficile. Enfin, c'est quand même un bouclier de très grande taille, c'est un bouclier de parade évidemment. C'est le seul bouclier de ce genre que l'Antiquité nous est légué. Euh, un bouclier de très grande taille, décoré d'une scène qu'on a un petit peu de mal à identifier. On a dit peut-être Achille et Penthésilée, c'est possible, mais on ne sait pas exactement quelle est la scène repérée. En tout cas, un bouclier de parade merveilleux en or et en ivoire. Dans la tombe se trouvaient également des éléments de vaisselle de banquet, et notamment une énochoé, en fait 2 énochoées à peu près identiques, une énochoé en tout cas, comme celle-là, en argent. Alors, une énochoé, c'est un vase que l'on utilise dans le banquet pour puiser du vin mêlé d'eau dans le cratère avant de distribuer le vin mêlé d'eau aux différents convives du banquet. C'est un vase qui est extrêmement classique, hein, mais celui-ci est particulièrement impressionnant. Il est de grande taille, il mesure près de 25 centimètres de haut, 24 centimètres et demi exactement. Il est en argent. Habituellement, les anokoïs ne sont pas en métal, mais enfin, ils peuvent l'être, hein. Il est en argent et c'est une simple feuille d'argent massif qui a été utilisée pour réaliser cette enokoé. Bien sûr, l'anse est rapporté. Et donc, c'est un travail déjà d'orfèvrerie tout à fait remarquable. C'est une forme très, très simple, très pure, qui a été donnée par le fabricant à cet objet. Et chose tout à fait intéressante aussi, c'est la finesse de la décoration de l'anse, mais c'est également cette tête de silène qui sert donc à accrocher l'anse. C'est une tête tout à fait impressionnante. Et Manolis Andronikos l'a commenté de la façon suivante. Je ne connais aucun autre silène qui exprime avec une telle intensité cet indissociable mélange d'homme et de bête sauvage. L'introspection de Socrate et la sensualité bestiale, l'homme réfléchi et la lubricité, à peine émoussée par l'assouvissement du plaisir charnel, sont rarement aussi clairement lisibles que dans les yeux de ces 2 silènes philosophes. 2 silènes parce qu'il y a 2 Énocoé. Donc, un travail d'orfèvrerie tout à fait remarquable. Autre objet déposé dans la tombe, le trépied, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le trépied en bronze, l'un des 2 trépieds plus précisément, le trépied en bronze donc qui avait été déposé dans la tombe. Alors c'est un trépied qui a une soixantaine de centimètres de haut, qui est en bon état, enfin il manque simplement une tige. Vous voyez cette tige qui porte ici une tête de canard, elle figure sur 2 des pieds, un trépied de 3 pieds naturellement, mais pas sur le 3e. Donc il manque ici une tige qui a dû disparaître, enfin qui avait disparu quand on a déposé le trépied dans la tombe. Ce trépied est très significatif. Bon, le trépied, dans la mythologie grecque, a une signification précise. C'est une réminiscence d'un élément de la mythologie, le trépied de Delphes, volé par Héraclès, et que
qu'Apollon s'efforce de récupérer. Donc, combat entre Héraclès et Apollon pour le trépied de Delphes. C'est un élément central, d'une certaine façon, de la mythologie. Le trépied a aussi une autre valeur. C'est un objet qui est fréquemment remis en prix dans les concours qui sont pratiqués, notamment les concours d'Argos. Le trépied était le prix remis au concours d'Argos. Les concours, les jeux, hein, si vous voulez, donnaient lieu à l'attribution de prix variés. À Olympie et à Delphes, c'était plutôt des couronnes de feuillage. À Athènes, pour exemple, Panathénée, c'était des amphores remplis d'huile. Eh bien, à Argos, c'était un trépied en bronze. Donc, on le sait. Et là, on le sait d'autant mieux que c'est écrit dessus. Il y a une inscription en grec macédonien qui nous le dit. L'objet parle et nous dit « Je viens des jeux d'Héra Nargienne, d'Héra d'Argos ». Donc, un trépied remis en tant que prix au jeu d'Argos. Et alors là, ça nous amène évidemment à nous interroger sur ce que peut bien signifier la présence dans la tombe d'un roi macédonien d'un objet remis en prix lors des jeux d'Argos. Les textes anciens nous citent deux anecdotes à ce sujet. Une première anecdote qui vaut pour le roi Alexandre Ier. Alexandre Ier qui vit au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alexandre Ier veut participer aux Jeux Olympiques. Et Hérodote nous raconte que ce roi des Macédoniens, il l'appelle lui général des rois des Macédoniens, eh bien, pour participer aux Jeux Olympiques, a dû prouver le fait qu'il soit grec. Rappelons-nous qu'au IVe siècle, Démosthène considère que les Macédoniens sont des barbares, même pas honorables. Et bien donc, au début du 5e siècle, 150 ans auparavant, Hérodote raconte que Alexandre Ier a prouvé son caractère hellénique aux organisateurs des Jeux Olympiques. Il a été agréé en tant que tel et il a donc pu participer aux Jeux Olympiques, comme l'ont fait par la suite, sans doute, d'autres rois de Macédoine. Ça, c'est pour Olympie. Pour Argos, c'est un petit peu différent. Là, il faut évoquer le roi Perdiccas II, qui vit au début de la guerre du Péloponnèse, donc vers 430. Et Perdiccas II, face à ce conflit qui affecte le monde grec, hein, Athènes et ses alliés contre Sparte et ses alliés, Perdiccas II, roi des Macédoniens, essaye de trouver une position diplomatique, et donc il va négocier une alliance avec Argos. Argos est allié de Sparte. Donc, négocier une alliance avec Argos dans le contexte de la guerre du Péloponnèse, et Perdiccas II emploie comme argument pour justifier cette demande d'alliance, eh bien, il emploie comme argument la parenté qu'il y a entre la dynastie macédonienne et la cité d'Argos. Une parenté mythique ou une parenté familiale ou une parenté supposée, enfin, c'est l'argument qu'il emploie. Puisque nous sommes parents, alors nous pouvons contracter une alliance. Donc, dans ces conditions, le prix remis au jeu d'Argos revêt une signification tout à fait importante. Au fond, les princes macédoniens participaient peut-être au jeu d'Argos et l'un d'entre eux a gagné le prix qu'il a conservé donc au fil du temps. Et en 336 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, le fils de Philippe, n'a pas jugé indigne ce prix, ce trépied, il n'a pas jugé indigne de figurer dans la tombe de son père. On trouve donc là, pour un objet qui n'a pas une très grande valeur marchande, bien sûr, mais qui a une très grande valeur symbolique, à la fois sur le plan mythologique et sur le plan géopolitique, on pourrait dire, on trouve cet objet dans la tombe de Philippe. Cela suffit évidemment à faire justice des accusations de Démosthène, dans la troisième philippique et dans toutes les philippiques, en fait, qu'il a pu fulminer contre les Macédoniens. Alors voilà, donc pour se souvenir de qui est Perdiccas II, on le voit ici, c'est le fils et successeur d'Alexandre Ier. Alexandre Ier participe aux Jeux Olympiques, Perdiccas II négocie une alliance avec Argos, le trépied reste, si je puis dire, dans la famille, et on finit par le retrouver dans la tombe de Philippe II, déposée probablement par le fils et successeur de Philippe II, à savoir Alexandre le Grand. Donc un objet modeste, mais qui a une importance historique non négligeable. Voilà donc quelques aspects du matériel, du mobilier de la tombe de Philippe, le mobilier de la tombe de celui qui est enterré dans la chambre funéraire, tombe numéro 2 du grand tumulus de Vergina.
Alors, ce personnage, qui est-il? Est-ce, le roi Philippe de Macédoine? C'est une appellation et c'est une identification qui est largement reçue aujourd'hui, mais qui ne fait pas l'unanimité. Manolis Andronikos, donc l'inventeur de la tombe, annonce sa découverte dans une conférence de presse qu'il tient à Thessalonique en novembre 1977. Et il annonce qu'il a découvert une tombe macédonienne inviolée qui contient d'extraordinaires trésors et qui contient les restes mortuaires incinérés de 2 personnes, l'une dans la chambre principale qui semble être un homme d'âge mûr et l'autre dans l'antichambre qui semble être une femme jeune. Et c'est très intéressant de se référer à cette conférence de presse de 1977 parce que Andronikos montre tout de suite qu'il est arrivé à une identification. Il montre tout de suite que, enfin, il fait comprendre que cette découverte, c'est l'aboutissement d'une vie de travail. À l'époque, il a 58 ans. Il a devant lui, enfin que l'exploitation du matériel de la tombe va nécessiter des années, des dizaines d'années de travail. Ce n'est pas encore tout à fait terminé aujourd'hui, hein. Et que lui, ayant 58 ans, eh bien n'a pas le temps d'envisager cela. Donc il va publier très vite des livres, des articles sur cette question, pensant qu'il est, en tant qu'inventeur de la tombe, le mieux placé évidemment pour décrire ce qui a été trouvé. Et cette hâte relative qui est tout à fait inhabituelle chez les archéologues. Cette hâte relative suscite la controverse. Alors, quels sont les arguments qu'Andronikos utilise pour justifier l'identification qu'il propose, ou plus exactement qu'il donne comme certaine? L'homme mûr, donc, est le roi Philippe de Macédoine, assassiné à l'âge de 45 ans dans le théâtre d'Égée en octobre 336 avant Jésus-Christ, et la jeune femme dans l'antichambre est, dit-il, sans doute la 6e et dernière épouse de Philippe, Cléopatra, assassinée quelques mois après son mari. Et les arguments invoqués sont les suivants. D'abord, le contexte archéologique général de la tombe et des tombes environnantes qui peut être daté du troisième quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, il n'y a qu'un seul roi de Macédoine qui a pu être inhumé à Égée, c'est Philippe. C'est Philippe et ça ne peut pas être Alexandre, parce qu'on sait très bien qu'Alexandre n'a pas été inhumé en Macédoine, mais qu'il a fini par être inhumé à Alexandrie en Égypte. Deuxième argument, les 3 tombes découvertes dans le grand tumulus ont été recouvertes par le tumulus, donc qui les a protégées jusqu'à notre époque, et ce tumulus, Plutarque le dit, a été établi par l'un des successeurs, donc Antigone Gonatas, afin de protéger des tombes qui avaient été pillées. Non pas celles dont nous parlons, mais les tombes environnantes qui avaient été pillées. Troisième argument, le caractère royal du mobilier, le caractère royal de la tombe, le bouclier d'ivoire, le diadème, le lit de parade, bref, quantité d'éléments qui désignent en fait une tombe royale. Et puis, d'autre part, les informations qu'apportent les restes mortuaires, l'examen des ossements, et puis l'examen aussi des armes, par exemple les cnémides, c'est-à-dire les protège-tibias, qui sont de taille inégale, hein, une jambe plus courte que l'autre. On sait que Philippe était boiteux et que donc c'était peut-être un argument pour identifier le défunt de la tombe avec le roi de Macédoine. On voit donc qu'il n'y a pas, à proprement parler, un argument décisif. Que serait d'ailleurs un argument décisif? Est-ce que ça pourrait être une inscription, Sigi Philippe, général et roi des Macédoniens? Mais on ne compte plus les noms qui ont été effacés, les noms qui ont été usurpés. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une preuve décisive, une preuve absolument convaincante? Ce que l'on observe, c'est que Andronikos propose un faisceau d'arguments convergents vers une identification. Alors, cette identification, qui est faite dès le début par l'inventeur, qui est aujourd'hui largement acceptée, mais n'est pas unanimement reconnue, cette identification s'est heurtée à quelques critiques. Alors, 2 critiques subalternes sans importance, par exemple celle-ci, en novembre 1977, lors de la conférence de presse, on est en pleine campagne électorale en Grèce, ça tombe bien pour le gouvernement en place. Ou bien il y a entre la Grèce et les pays voisins, et notamment au nord, un contentieux sur l'utilisation du nom de Macédoine. En 1977, il y a l'une des républiques de la Yougoslavie qui porte ce nom.
cette république devenue indépendante a conservé le nom. Il a fallu attendre des années et des années avant de trouver un compromis, tout récemment, en réalité, un compromis entre la Grèce et la République de Skopje sur l'utilisation du nom de Macédoine. C'est Macédoine du Nord que l'on emploie comme nom aujourd'hui. Un compromis qui ne satisfait personne, c'est le propre des compromis, mais un compromis quand même. Il y a des objections plus sérieuses. Objection importante, on a affaire à des tombes voûtées, enterrées. Or, on ne savait pas qu'il y avait des tombes voûtées enterrées en Macédoine avant Alexandre le Grand. On pensait qu'il s'agissait d'une innovation perse. Le diadème cylindrique posé sur la tête, qu'on a vu, on pensait jusqu'en 1977 qu'il s'agissait là aussi d'une tradition perse et que les souverains macédoniens n'ont utilisé le diadème, et d'ailleurs plutôt un ruban de laine, qu'à partir d'Alexandre et de ses successeurs. Alors, on voit que là, tout est affaire de datation. Il y a des tombes macédoniennes voûtées, enterrées. Est-ce qu'elles sont postérieures ou antérieures à Alexandre? Le diadème, même chose. Donc, ce sont des querelles de spécialistes qui ne sont pas très probantes. Un autre argument contre l'identification, nous en parlerons, porte sur la décoration peinte qu'il y a au-dessus de la porte de la tombe. Cette décoration peinte représente une scène de chasse. Et on pensait jusque-là que les scènes de chasse étaient un thème en usage dans le royaume perse et pas dans le monde grec. Donc, si c'est un thème en usage en royaume perse, cela signifie que c'est un thème qui a été découvert par les Grecs après ou avec l'expédition d'Alexandre, et que donc le défunt inhumé dans la tombe n'est pas Philippe. Ce sont des arguments intéressants, mais sans plus, les spécialistes de la peinture et de l'iconographie de la Perse achéménide, comme Pierre Briand par exemple, remarquent que certes, le thème du roi, du grand roi et des animaux est un thème perse, mais ce que l'on voit sur la peinture grecque, c'est une scène de chasse, et ça, ce n'est pas un thème perse. Donc, pas d'argument absolument décisif, mais pas de contre-argument décisif non plus. On peut aussi constater que le lit de parade qu'il y avait, donc le lit funéraire qu'il y avait dans la tombe, en bois, décoré d'incrustations en ivoire, et qui donc s'est effondré du fait de la décomposition du bois, ce lit funéraire peut éventuellement apporter quelques indications, puisqu'il y a, comme on le voit, de petits personnages qui ont été représentés, et dont le visage s'est conservé jusqu'à nos jours. Deux personnages, un ici et l'autre là. Et ce que l'on sait des portraits de Philippe et d'Alexandre par les légendes monétaires, par exemple, eh bien, nous permet peut-être d'imaginer que l'on a là affaire à un portrait de Philippe et ici à un portrait d'Alexandre. Le port de tête, notamment, la tête inclinée vers la droite, ça, c'est quelque chose que les textes qui décrivent le corps d'Alexandre nous disent. Ces textes sont malheureusement très postérieurs à Alexandre. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent, hein, en particulier de porter la tête, de présenter la tête. Donc peut-être y a-t-il là un portrait d'Alexandre et ici un portrait de Philippe, ce qui serait un argument évidemment dans le sens de l'identification. On peut aussi s'intéresser éventuellement au bûcher, au reste du bûcher funéraire. Donc, les rites funéraires qui ont été utilisés, ce sont les rites classiques, c'est-à-dire un bûcher. Le corps du défunt est déposé sur le bûcher donc est allumé, et puis ensuite, une fois que le feu est éteint, on récupère les ossements, on ne va pas les broyer comme nous faisons aujourd'hui, hein. On récupère les ossements qui ont éclaté sous l'effet de la chaleur, on les lave dans le vin, et on va les déposer dans une urne, ou dans un larnax, ou dans un récipient quelconque, en les emballant pieusement dans un linge. Ce sont exactement les rites qui sont décrits dans l'Iliade. On a donc l'impression que celui qui a organisé les rites funéraires donc pour ce bûcher, eh bien, a utilisé les scènes décrites par Homère dans l'Iliade à propos du bûcher de Patrocle, par exemple, organisé par Achille. Quelqu'un qui connaît bien l'Iliade. On sait qu'Alexandre connaissait l'Iliade par cœur.
protocole donc d'inhumation précis et complexe qui est intéressant en soi. L'examen des vestiges du bûcher funéraire et l'examen des ossements font apparaître aussi des traces colorées sur les ossements, qui sont peut-être les traces du colorant qui avait servi à teindre les étoffes dans lesquelles les ossements avaient été rangés, étoffes de pourpre. On a remarqué aussi d'autres traces colorées qui peuvent être interprétées comme les débris d'un masque mortuaire qui aurait été posé sur le visage du défunt. Masque mortuaire, pourquoi faire? Peut-être pour dissimuler le processus de putréfaction qui avait commencé à se mettre en place. Dans l'épopée homérique, le corps d'Hector est resté intact pendant 22 jours après sa mort et celui d'Achille est resté intact 17 jours. De sorte que, ce que nous dit Homère en tout cas, c'est que on a utilisé un processus retardant la putréfaction et l'examen des ossements dans le larnax montre des traces chimiques de colorants et d'autres substances qui ne sont pas en rapport avec le tissu, qui peuvent être éventuellement liés à un masque de cette nature. Donc, la science n'a pas dit son dernier mot, si l'on peut dire, pour les ossements du défunt de la tombe 2 du grand tumulus de Vergina. Il faudrait examiner de près les ossements, utiliser peut-être des techniques d'une nouvelle médecine légale, si l'on peut dire, par exemple, la datation au carbone 14, ou bien de l'analyse des isotopes stables des ossements, ou bien des tests ADN, ce genre de choses, pour essayer de donner un profil plus précis et plus complet de l'identité du personnage inhumé dans la tombe. Cela ne s'est pas fait jusqu'ici. L'archéologie est une science qui avance à pas compter peut-être, et puis il faut reconnaître aussi que la tombe de Philippe, si c'est la tombe de Philippe, est un enjeu politique et géopolitique dans la région. J'ai parlé des rapports avec la Macédoine du Nord il y a un instant. On a affaire ici à la tombe d'un roi grec, et quel roi grec? Inhumé dans la Macédoine grecque. Donc, on ne peut pas procéder avec imprudence dans cette question. Et il y a de toute façon un autre problème à régler, qui est le problème de l'identité de la personne déposée dans l'antichambre. Dans l'antichambre, on a un deuxième sarcophage, on a un deuxième larnax en or contenant des restes mortuaires d'une personne, on a une deuxième couronne de feuilles d'or, et on a des cnémides, c'est-à-dire des protèges-tibias de longueur inégale. Ce sont ces protèges-tibias qui sont de longueur inégale à côté de cet objet qui s'appelle en termes techniques un gorite, c'est-à-dire un carquois en bois couvert d'or, couvert donc d'une feuille d'or. Et ces objets se trouvent non pas dans la chambre funéraire, hein, qu'on voit là, mais dans l'antichambre. Dans la chambre funéraire, il y a bien des cnémides, des protège-tibias de longueur inégale, mais il n'y a pas de carquois en bois recouvert de feuilles d'or. Alors que dans l'antichambre, il y a, on le voit ici, contre la porte, les cnémides de longueur inégale et le gorite. Alors tout cela, évidemment, donc le carquois, tout cela est évidemment très intriguant dans la mesure où il faut étudier les ossements et les armes et proposer une identification. Et il y a une identification qui a été donnée par Andronikos lui-même. La personne dont les restes mortuaires ont été déposés dans un larnax, lequel larnax a été déposé dans le sarcophage en marbre qui est là, cette personne est la 6e et dernière épouse de Philippe, roi de Macédoine, c'est-à-dire Cléopatra, qui était une très jeune femme et qui a été donc assassinée après la mort de son époux. Cette identification est douteuse dans la mesure où l'analyse des ossements
montre que la personne en question était bien sûr une femme, mais une femme de 32 ans au moment du décès, 32 ans plus ou moins 2 ans. Ce qui ne coïncide pas du tout avec ce que l'on sait de la très jeune épouse et sixième épouse de Philippe. Donc ce n'est pas Cléopâtre. Une autre interprétation avait été de dire que l'on a bien affaire à la tombe de Philippe, mais ce n'est pas Philippe II, mais Philippe III, c'est-à-dire son fils, demi-frère d'Alexandre. Philippe III dit Philippe Aridée. Aridée est un prénom récurrent dans la dynastie macédonienne. Philippe Aridée a été écarté de la succession au moment de la mort de Philippe, c'est Alexandre qui a succédé, mais il est écarté de la succession aussi au moment de la mort d'Alexandre. Pourquoi? Parce que Philippe Aridée est un prince royal, bien sûr, mais les textes nous disent qu'il est, disons, faible intellectuellement, et donc il n'a pas du tout les compétences pour être roi des Macédoniens au sens de général des Macédoniens. Mais la fonction royale, on va en reparler, n'est pas seulement celle d'un général, c'est aussi celle d'un prêtre, un roi sacrificateur. Et Philippe Aridée a parfaitement le profil pour exercer cette fonction-là. Donc certains ont voulu voir dans la tombe numéro 2 du Grand Tumulus les restes de Philippe Aridée, et dans ce cas, nous aurions ici les restes de l'épouse de Philippe Aridée, qui est une fille d'Amathas IV, et qui s'appelle Eurydice. Eurydice est un prénom récurrent dans la dynastie royale macédonienne. Et donc cette Eurydice, on sait que c'est une femme énergique, brillante, active, guerrière. Donc la présence des armes pourrait assez cadrer avec cette Eurydice, mais que c'est une très jeune femme. Or, 32 ans, plus ou moins 2 ans, ce n'est pas un âge très avancé, mais ce n'est quand même pas une très jeune femme. Et puis, il y a le carquois, le gorite en feuilles d'or. Le décor sur ce carquois est un décor typiquement scythe. Les Scythes vivent sur les berges du Dniepr, dans ce qui est maintenant l'Ukraine, enfin, en partie l'Ukraine donc. Les textes nous disent qu'il y a eu une alliance entre Philippe de Macédoine et un roi scythe nommé Athéas, que cette alliance s'est traduite par des rapports très cordiaux entre les co-contractants, si l'on peut dire, mais les sources antiques ne parlent pas d'une jeune fille scythe vivant à la cour macédonienne. Or là, nous avons un gorite, c'est-à-dire un carquois scythe. Donc, s'il s'agit d'une princesse scythe, c'est quelqu'un de complètement inconnu. Alors, certains spécialistes ont voulu émettre une autre hypothèse. On sait que Philippe a épousé, il a épousé 6 ou 7 femmes, il a épousé une princesse thrace, la princesse Médéa d'Odessa. C'est Athénée de Naucratis qui nous dit cela. Athénée de Naucratis vit au moins 500 ans après Philippe. Enfin, il nous raconte que Philippe a épousé, après Olympias, la mère d'Alexandre, et avant Cléopâtre, sa 6e et dernière épouse, il a épousé la fille de Cotila, roi des Gètes. Les Gètes qui vivent donc dans le nord de la Thrace. Les Gètes sont thraces, ils ne sont pas scythes. Et donc ce mariage a eu lieu et le roi Cotila est même venu en grand équipage à Pella, amenant avec lui sa fille, donc Méda, et une dot très riche. Les textes nous parlent de cette princesse Thrace, Gète. Mais ils ne nous disent pas qu'elle a eu des enfants de Philippe. On ne sait presque rien d'elle. Les sources anciennes ne donnent pas d'informations précises sur Méda. Mais un érudit anglais très, très, très compétent a imaginé un scénario selon lequel Méda est toujours vivante en 336 lorsque Philippe est assassiné. Comme on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on peut penser qu'elle est vivante, que Méda a voulu suivre son époux dans l'Hadès, qu'elle s'est suicidée, et que les Macédoniens, impressionnés par une telle preuve de fidélité, le suicide de l'épouse, suicide plus ou moins contraint de l'épouse, n'est absolument pas une tradition macédonienne ou grecque. Hein. Donc les Macédoniens, impressionnés par ce comportement, décident de faire des funérailles donc spectaculaires à cette jeune femme, et donc on l'enterre dans l'antichambre de la tombe de Philippe. Ce à quoi d'autres érudits observent que, bien sûr, il y a le gorite et l'écnémide, mais enfin que l'apparat de l'inhumation, c'est un apparat macédonien.
c'est un apparat grec, ce n'est pas du tout un apparat thrace, gète, et donc c'est très étrange de voir ça. Force est donc de conclure que la question de l'identification de l'occupant de l'antichambre n'est pas du tout une question réglée aujourd'hui. Mais force est de conclure aussi qu'il n'y a pas, contre l'identification de l'occupant de la chambre principale, à savoir Philippe, il n'y a pas d'argument décisif contre cette identification. Et donc, à l'heure actuelle, donc, même si les affirmations de Manolis Andronikos ne font pas l'unanimité, même si elles ne s'appuient pas sur un argument qui serait à lui seul décisif, rien ne permet de penser que la tombe 2 du Grand Tumulus n'est pas la tombe de Philippe. On ne sait pas exactement qui est l'occupant de l'antichambre, mais c'est Philippe qui est l'occupant de la chambre principale. Dans ce cas, la tombe 3, la tombe dite du prince, pourrait être celle d'Alexandre IV, le fils posthume d'Alexandre, et l'occupant de la tombe 1, c'est la tombe de Perséphone, reste aujourd'hui inconnu. La découverte et la fouille des tombes macédoniennes, des tombes royales macédoniennes, apportent un éclairage tout à fait clair et net sur la Macédoine antique. On a longtemps regardé la Macédoine avec les yeux hostiles de Démosthène, je le rappelais tout à l'heure, mais c'était oublier que la tradition rapporte quand même la présence à la cour macédonienne de quelques-uns des grands penseurs, des grands artistes de la Grèce. Pindare et Hérodote, par exemple, ont séjourné à la cour d'Alexandre Ier au début du 5e siècle. À la fin du 5e siècle, le roi Archélaos avait reçu Euripide et le peintre Zeuxis. Le sculpteur Lysippe et le peintre Apelle, tous deux portraitistes officiels d'Alexandre le Grand, avaient d'abord été des hôtes de Philippe. Et Aristote lui-même, le grand philosophe grec du IVe siècle, a été pendant 3 ans le précepteur d'Alexandre, donc près de Miesa, donc près de Naoussa aujourd'hui. Donc cette tradition est incompatible avec ce que nous disent les textes. La tradition incarnée par l'hostilité de Démosthène n'est pas compatible avec ce que nous disent les textes sur le rayonnement de la cour macédonienne. Donc, les travaux de Manolis Andronikos et des autres archéologues grecs ont tranché le débat, et le mobilier des tombes de Vergina donne un éclairage tout à fait extraordinaire sur la Macédoine antique, et un éclairage en particulier sur 2 dimensions importantes de la Macédoine antique, et je commencerai par ce que nous apportent ces trouvailles archéologiques sur la connaissance de l'image du pouvoir royal. Alors, il faut d'abord dire un mot sur la fonction royale dans le koinon des Macédoniens. On sait que la tradition grecque, telle que nous avons décidé de nous en faire les héritiers, est organisée autour d'une affirmation d'Aristote: l'homme est par nature un animal politique, un animal vivant en cité, un être social. Cette affirmation est extrêmement contestable, non pas sur le plan philosophique, je ne pourrais pas m'avancer sur ce terrain, mais elle est très contestable sur le plan historique. Le cadre de la cité n'est pas une donnée de la nature, c'est un choix politique. Et d'autre part, tous les Grecs ne vivent pas dans une cité. Le choix de la cité, c'est un choix politique. Et ben, les Macédoniens n'ont pas fait ce choix. Il y a chez les Macédoniens une claire conscience de ce qui unit les Macédoniens, des solidarités qui peuvent exister, des parentés, des rites, des cultes qui peuvent exister, mais la forme politique n'est pas celle de la cité. La forme politique, c'est celle du koinon, et donc une forme moins poussée peut-être que celle de la cité. Et c'est dans ce sens qu'il faut faire une place à la fonction royale. Il y a des rois en Grèce, dans les cités. À Athènes, il y a un archonte roi, c'est celui qui préside à l'organisation de la vie religieuse. À Sparte, vous avez 2 rois. Chez les Macédoniens, il y en a un. Et naturellement, ce roi des Macédoniens n'a pas du tout la même aura, la même importance au fil du temps. À l'époque d'Alexandre Ier, donc au début du 5e siècle, on peut dire que c'est l'époque de la genèse de la puissance macédonienne. À l'époque de Philippe et d'Alexandre, c'est l'époque du rayonnement presque mondial de la puissance macédonienne, mondiale dans le monde connu à l'époque.
Et à l'époque des rois Philippe V et Persée, donc à la fin du IIIe, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la Macédoine est en plein déclin et elle finit par céder devant l'impérialisme romain, on peut dire. Donc, la fonction royale chez les Macédoniens, c'est une fonction dont la signification évolue au fil du temps. Si on se place à l'époque de Philippe, on dira, le roi n'est pas roi de Macédoine, il est roi des Macédoniens. Euh, la fonction royale, c'est une fonction qui a trois facettes, trois caractéristiques. D'abord, le roi dirige la religion publique. C'est lui qui doit obtenir la faveur des dieux et c'est lui qui préside les sacrifices traditionnels. Il y a une dimension religieuse, donc. Et puis, d'autre part, le roi est le gestionnaire des affaires de la communauté. Il dirige l'administration centrale. Il n'est pas censé être le propriétaire du territoire. Il n'est pas roi de Macédoine. Et il n'est pas seul pour gouverner. Hein. Il n'est pas un monarque. Il n'est pas seul pour gouverner. Il est entouré d'un conseil royal, on pourrait dire une sorte d'assemblée des Macédoniens également, un conseil royal qui l'aide, et puis les Macédoniens se réunissent périodiquement sous cette appellation de Assemblée macédonienne, Koinon des Macédoniens, Macédoniens. Donc, si on se souvient de tout cela, on comprend mieux les déboires que Alexandre le Grand a pu rencontrer dans son expédition en Orient. Les réticences de ces soldats à plusieurs reprises à aller plus loin vers l'Est et le refus final des soldats macédoniens à aller plus loin vers l'Est, c'est le rejet par l'Assemblée des Macédoniens des initiatives hasardeuses du roi Alexandre. Donc, une fonction religieuse, une fonction, on pourrait dire, de gestionnaire, et puis, bien entendu, une fonction de chef de guerre. Le roi est le chef de guerre, d'où l'appellation que lui donne Hérodote quand il évoque Alexandre Ier et les Jeux Olympiques. Alexandre, général et roi des Macédoniens. C'est bien montré que général et roi ne sont pas absolument synonymes. Alors, tout cela est bien illustré par le contenu de la tombe de Philippe. On voit par exemple quelques insignes du pouvoir qui sont déposés dans la tombe. Ces insignes du pouvoir, c'est par exemple le tissu de pourpre, les tissus de pourpre brodés d'or éventuellement, qui ont été déposés dans la tombe et qui ont servi à emballer en quelque sorte les ossements. Autre signe du pouvoir très, très clair, on en a parlé, c'est le diadème. Le diadème posé sur la tête, ici un diadème en argent doré, par la suite ce sera un ruban de laine, mais le diadème qui entoure la tête royale. Ça, ce sont les insignes du pouvoir. Et ce n'est pas le cas de la couronne. La couronne est un objet décoratif spectaculaire. La couronne fait voir la tête du roi de loin, mais il y a plusieurs couronnes dans la tombe, il y a des couronnes dans plusieurs tombes, il y a des dizaines de couronnes. On en voit plusieurs au musée des tombes royales de Vergina, au musée archéologique de Thessalonique, il y en a plusieurs également, et dans plusieurs autres musées dans la Grèce du Nord, on voit des couronnes de feuillage en or. Donc la couronne n'est pas un instrument du pouvoir royal, le diadème et le tissu de pourpre, si, tout à fait. Ce qui peut être éventuellement rapproché du pouvoir royal, c'est le trône. On a vu que dans la tombe d'Eurydice, la grand-mère d'Alexandre, l'épouse d'Amyntas III, il y a un trône en marbre. Le trône est aussi une sorte de métaphore du pouvoir, et d'ailleurs, on sait que lorsqu'Alexandre meurt, c'est au trône d'Alexandre que les compagnons du roi ont, si l'on peut dire, rendu un culte à Alexandre, le trône sur lequel était posé le diadème royal. Il y a un trône alors pas dans la tombe de Philippe, mais dans celle de sa mère. Euh, la tombe nous enseigne aussi sur les rites funéraires, en particulier grâce à cette vaisselle de bronze que l'on voit ici, le grand bassin, le trépied pour supporter le bassin, ou les trépieds pour supporter le bassin. Et tout cela donc évoque les rites funéraires, la purification du corps avant l'utilisation du bûcher. C'est un élément évidemment qui a été très remarquable dans cette tombe de Philippe. Dans la tombe, on trouve aussi des armes. Alors tout à l'heure, nous avons parlé des armes de parade, le grand bouclier en or et en ivoire, et la cuirasse décorée d'or, mais il y a aussi des armes
je dirais, moins richement décorées, mais des armes qui sont plus des armes de combat effectifs, avec des cnémides, avec des lances, avec des épées et avec un bouclier qui n'est pas en or et en ivoire, celui-là. Donc cela illustre la fonction guerrière du roi, le roi de guerre en quelque sorte, qui est incarné par ces objets. Et puis, il y a une autre dimension que l'on voit aussi dans la tombe de Philippe, c'est le banquet. Le banquet, qui est un marqueur de l'identité grecque, on le sait bien, eh bien, il y a une vaisselle de banquet dans la tombe de Philippe. On voit les énochoés dont on a parlé tout à l'heure, les énochoés en argent, d'autres vases en argent qui sont autant d'éléments donc pour cette vaisselle de banquet, pour ce rite du banquier qui est le marqueur par excellence de l'identité grecque. La vaisselle de banquet dans la tombe de Philippe est présente, mais dans la tombe voisine, celle qu'on appelle la tombe 3, la tombe du prince, dont on pense qu'elle peut être la tombe d'Alexandre IV, le fils posthume d'Alexandre le Grand, dans la tombe voisine, il y a une vaisselle de banquet encore plus riche, mieux conservée, mieux présentée, et donc une vaisselle de banquet donc en argent. On trouve évidemment les cratères pour mélanger le vin avec l'eau, on trouve les vases à boire, hein, Cantar ou Kylix, et puis on trouve aussi des Znocoé pour puiser le vin dans le cratère. Il y a même des, on pourrait dire des passoires hein, qui permettent de filtrer le contenu parce que la tradition veut que l'on mélange le vin et l'eau et parfois aussi du fromage râpé et des herbes dans le mélange. Donc cette vaisselle d'argent du prince, peut-être Alexandre IV, c'est un bon indicateur de ce qu'est la figure royale. Donc l'image du pouvoir royal est précisée, illustrée, éclairée par le contenu des tombes macédoniennes. Et ces tombes macédoniennes viennent aussi apporter un éclairage spectaculaire sur la peinture. On sait que la grande peinture grecque murale, la grande peinture de chevalet, avait totalement disparu. C'était totalement perdu au fil du temps. Et tout ce que nous avions conservé de ces grandes peintures d'autrefois, c'était des descriptions faites par des textes. Il y a une sorte de genre à part entière qui est le genre de l'ekphrasis, la description faite par un auteur ancien d'un tableau ou deux tableaux ou de la manière d'un peintre. De nombreux textes comme cela, textes grecs et même textes romains. Pline, dans l'histoire naturelle, en a donné de plusieurs. La découverte des tombes macédoniennes est venue évidemment transformer complètement tout ce que l'on pouvait savoir sur ce sujet. Aussi, lorsque la tombe de Philippe a été découverte, le fait qu'elle soit, que la façade soit surmontée d'une fresque, donc une tombe enterrée dont la façade est surmontée d'une fresque, tout cela a beaucoup surpris. Il y a une fresque à l'extérieur de la tombe étant enterrée, avant même d'avoir été recouverte par le tumulus. Et cette fresque s'est conservée jusqu'à nos jours. Alors, bon, elle ne s'est peut-être pas conservée parfaitement jusqu'à nos jours, mais enfin, elle est suffisamment bien conservée pour qu'on puisse identifier une scène de chasse. Alors, peut-être que si je prends un dessin d'interprétation, ce sera un petit peu plus clair. Voilà, donc un dessin d'interprétation de cette scène de chasse, on y voit d'abord un paysage. Jusque-là, on pensait que le paysage, c'était une invention romaine. On y voit donc différents protagonistes luttant contre des animaux, donc la chasse, et deux animaux particulièrement ciblés par les chasseurs. Ici, un lion et là, un sanglier. Le lion, emblème royal, bien souvent, le lion, symbole de force, et le sanglier, qui n'est pas un emblème royal, mais c'est le symbole de force aussi, l'animal intelligent, rusé, qui réussit à l'emporter parfois sur les hommes. Donc, la chasse au lion et la chasse au sanglier sont des chasses extrêmement valeureuses, extrêmement prisées, extrêmement gratifiantes. C'est ce que l'on nous montre cette, sur cette fresque de la tombe de Philippe.
L'artiste, dont on ne connaît pas le nom, bien sûr, l'artiste a œuvré de façon remarquable. Il a su créer des transitions entre l'ombre et la lumière, hein, on le voit ici. Il a su montrer l'énergie des chasseurs et notamment ceux qui sont sur les chevaux, hein, ici et là, les cavaliers qui sont représentés sur la fresque. Et il a su montrer aussi des détails qui peuvent permettre de risquer une identification. Ici, donc, le personnage principal qui est sur le point de vaincre le lion, bah, c'est probablement le roi qui est enterré dans la tombe, Philippe lui-même. Et ici, un personnage qui intervient, on repère presque ses traits, hein, sur la fresque, c'est un personnage important, c'est l'héritier, c'est probablement Alexandre. Donc une fresque de la chasse royale, qui est particulièrement expressive, particulièrement importante. Deuxième peinture que nous a léguée l'Antiquité grâce à ces tombes macédoniennes, c'est la peinture de la tombe d'Eurydice. Donc une tombe qui ne se trouve pas dans le grand tumulus, c'est une tombe qui est interprétée comme étant celle de l'épouse d'Amathas III, donc la grand-mère d'Alexandre. C'est une tombe qui présente une façade architecturée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui présente un trône, symbole royal, et un trône décoré d'une peinture, que voilà. Donc une peinture une sorte de panneau peint sur le dossier, nous montrant donc une scène entourée de rinceaux de feuillage, et la scène met en évidence deux personnages, un homme barbu probablement, et une femme tenant un sceptre et écartant son voile, les deux personnages étant debout sur un char tiré par 4 chevaux. Donc, il y a un contraste qui intervient entre la mobilité, la vivacité des chevaux et le caractère immobile des personnages sur le char. On a là donc un tableau bon, qui est un petit peu difficile d'interpréter. Est-ce que c'est Hadès et Perséphone qui règnent sur les morts? C'est possible, hein. Est-ce que c'est un couple royal, par exemple Eurydice et Amathas, c'est possible aussi. On n'a pas de certitude sur le sujet, mais ce qui est clair en tout cas, c'est que nous avons affaire à une peinture de dimension restreinte, c'est un panneau, c'est un tableau, et rien de tel n'avait été conservé de l'Antiquité. Donc, la tombe de Philippe et sa fresque de la chasse, la tombe d'Eurydice et cette scène tout à fait importante et intéressante, ce sont deux exemples de la grande peinture grecque qui avaient totalement disparu et qui ont réapparu grâce à la découverte des tombes macédoniennes. Et nous terminons par les fresques de la tombe de Perséphone. La tombe de Perséphone, c'est une tombe qui est sous le grand tumulus, c'est la tombe numéro 1 du grand tumulus. C'est une tombe qui n'est pas du tout une tombe à chambre, comme celle dont nous avons parlé, c'est ce qu'on appelle une tombe à ciste, c'est-à-dire un coffre enterré simplement, ce qui fait qu'il est difficile de voir la fresque. Ce que je vous montre là, en fait, c'est la réplique qui se trouve dans le musée des tombes royales. On ne peut pas photographier la tombe in situ. Et c'est une fresque tout à fait importante et tout à fait impressionnante. Elle nous montre donc Hadès et Perséphone sur le char qui file à grande vitesse, précédé par Hermès, qui court devant le char. Il y a en arrière les suivantes de Corée Perséphone, et sur une autre partie, mais la fresque là est moins bien conservée, Déméter, la mère de Perséphone, qui se lamente sur la disparition de sa fille. Alors donc, une fresque de très grande qualité, remarquablement conservée, on peut dire. Ouais, elle n'est pas parfaitement conservée, mais remarquablement conservée. Et ce qui est fascinant, c'est la manière du peintre. C'est une fresque, donc on peint sur l'enduit frais, hein, sur le ciment. Le peintre a d'abord esquissé sur l'enduit un dessin préparatoire,
Et puis ensuite, il a peint très vite, puisque l'enduit sèche très vite. C'est le principe de la fresque, hein. Et donc, il a peint très vite en ne cherchant pas à faire disparaître le dessin préparatoire et les incisions qu'il y a dans le ciment. Donc, c'est une touche d'une très grande légèreté, d'une très grande virtuosité, on peut dire. Les teintes utilisées sont peu nombreuses, elles sont chaudes. On a des bruns, des gris, jaunes, des roses violets, quelques notes de bleu parfois, et donc une économie de moyens absolument saisissante. Et tellement saisissante que parfois même le peintre a laissé apparaître la couleur de l'enduit simplement pour animer les volumes. Le peintre sait jouer de l'ombre et de la lumière, et il a réussi donc à produire un résultat tout à fait impressionnant, tout à fait saisissant. Il a réussi aussi à montrer, ce n'est pas un dessin en perspective, mais on voit quand même la roue du char, on voit quand même la profondeur du char, on a l'impression de voir le char bouger, si l'on peut dire, dans cette fresque. Et cela a été vraiment Manolis Andronikos l'a raconté avec précision, cela a été vraiment une stupéfaction quand cette fresque a été découverte, au point que l'on a pu rapprocher la fresque de ces fameux textes ekphrasis, de ces fameux textes que nous avons, et que l'on a donc arrivé maintenant à proposer des identifications. En effet, il y a dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien 2 paragraphes, donc au livre 35 notamment, 2 paragraphes où Pline nous décrit la manière des peintres et nous décrit l'œuvre de certains peintres. La manière des peintres, il l'a décrit au livre 32. C'est là qu'il explique que certains peintres n'utilisaient qu'une palette très réduite, un nombre restreint de couleurs, donc blanc, jaune, rouge, noir éventuellement. Donc il y a des peintres remarquables par la simplicité et l'étroitesse de leur palette. Ils citent des noms, et parmi ces noms, il y a Nicomachos de Thèbes. D'autre part, au livre 35, il décrit l'œuvre de certains peintres, et il explique notamment qu'un peintre nommé Philoxène d'Érétrie a travaillé pour les rois macédoniens, Philippe et Alexandre, que ce peintre Philoxène d'Érétrie a produit une bataille mettant en scène Alexandre et Darius, et nous pensons, nous, que cette peinture de Philoxène d'Érétrie a probablement inspiré, ou a peut-être inspiré, la mosaïque de Pompéi, donc de la maison du Faune à Pompéi. Cette mosaïque qui a été fabriquée à Alexandrie et qui a été ensuite installée à Pompéi. Cette mosaïque a été réalisée d'après une peinture, et cette peinture a peut-être été réalisée par Philoxène d'Érétrie, dont nous parle Pline. Et Pline nous dit que Philoxène d'Érétrie avait été l'élève de Nicomachos de Thèbes. Nicomachos de Thèbes, donc, qui utilisait peu de couleurs, Nicomachos de Thèbes, dont Pline nous dit qu'il était réputé pour travailler très vite. Il raconte une anecdote mettant en scène Nicomachos et un prince sicilien. Le prince sicilien a commandé au peintre la décoration d'un monument funéraire pour une date précise, et le peintre n'arrive que très tardivement, alors que le délai est presque écoulé, et donc le prince sicilien furieux envisage de sanctionner le peintre, et en un laps de temps très réduit, le peintre réalise le travail demandé. Donc un peintre qui est remarquable par la rapidité de sa touche, par la simplicité de son répertoire donc, de couleurs, et nous dit Pline l'Ancien, ce peintre, Nicomachos de Thèbes, a réalisé un enlèvement de Perséphone sur toile, toile qui est visible à Rome à l'époque de Pline, toile qui est exposée donc à Rome à l'époque de Pline, une toile qui bien sûr ne s'est pas conservée, rien de ce qu'a fait Nicomachos de Thèbes ne s'est conservé, aucune toile ne s'est conservée de l'Antiquité, mais Manolis Andronikos suggère de reconnaître dans la fresque de la tombe de Perséphone, qui est absolument contemporaine de Nicomachos de Thèbes, il suggère de reconnaître donc la légèreté de la touche, la simplicité de la palette de Nicomachos de Thèbes. Et donc on peut considérer que
il est possible, peut-être même il est vraisemblable, que nous avons donc un témoignage de ces grands peintres de l'Antiquité qui ont été révérés, célébrés par de nombreux auteurs, et en particulier Pline l'Ancien. Cela amène évidemment à une conclusion dont je laisserai le dernier mot à Sophie Descamps, donc du musée du Louvre, et qui nous dit, je crois que c'est une conclusion parfaitement adaptée: il est indispensable aujourd'hui, pour qui veut connaître la Grèce antique, de visiter Vergina, au même titre que Delphes, Olympie ou l'Acropole d'Athènes. Pourtant, ce site exceptionnel et les chefs-d'œuvre qu'habite le musée du Grand Tumulus, construit en 1993, il faut entendre à partir de 1993 jusqu'en 1997, ces chefs-d'œuvre demeurent encore étrangement ignorés du grand public. Et donc, il faut réparer cette étrangeté, et à la mesure de mes faibles moyens, j'ai essayé de le faire aujourd'hui. Je vous remercie.